en relation avec cette matinée passionnante que nous avons eue. Je dirais en introduction que certaines divergences entre le droit français et le droit allemand me semblent vraiment moins fortes qu'il n'y paraît en ce qui concerne les finalités et certaines techniques que chacun des droits applique. C'est vrai que le droit français met en avant comme objectif le redressement des entreprises, alors que le droit allemand met en avant comme objectif la satisfaction des créanciers. Je ne suis pas sûr pour autant, on l'a bien entendu, on l'a bien senti ce matin, que ces différences ne sont pas aussi réelles dans la pratique et dans les textes eux-mêmes entre nos deux pays. Les différences peut-être ont une racine terminologique. Pour le droit français, le terme de débiteur est totalement neutre. Pour le droit allemand, c'est moins évident. Der Schuldner ist schuldig. Et ce n'est pas forcément vrai, mais c'est en tout cas dans l'arrière-fond des réticences qu'on peut avoir à améliorer la situation d'une entreprise en difficulté sans sanctionner le responsable de cette situation. En réalité, les deux droits se sont rapprochés sensiblement. En Allemagne, cela remonte à bien avant la directive, mais cela ne concerne pas les sociétés commerciales, cela concernait les débiteurs individuels. Lorsque le code de l'insolvabilité a été introduit, il y a maintenant longtemps, en 1999, le droit allemand a incorporé une notion qui lui était véritablement étrangère, c'était la remise des dettes, la libération, die Restschuldbefreiung. On avait vraiment le sentiment d'une révolution silencieuse permettant à un débiteur individuel de réussir son redressement grâce à la remise des dettes. Et là, il y a évidemment un début de rapprochement, puisque le droit français avait déjà un mécanisme de ce genre. Ensuite, ce rapprochement a été probablement poussé par la directive qui était en cours d'élaboration, et lorsqu'elle est sortie, on était en plein dans le début d'une harmonisation, d'une transposition, puisque le Code de commerce lui-même, en France, a également fait une évolution à la même période. Le droit français ne favorise le redressement des entreprises que si elles sont viables. Et comme cela a été bien souligné ce matin par le professeur Dupichot, il faut sortir des idées toutes faites, préconçues, sur une orientation absolument, totalement pro-débiteur. C'est vrai, mais ce n'est pas seulement cela. Le redressement des entreprises, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et de son côté, le droit allemand lui-même fait également une révolution en introduisant, avec l'Ashtarouk, je sais, j'ai bien entendu ce matin que ce n'était pas aussi net que cela, mais il y a quand même l'idée de la restructuration, de l'assainissement. Quand on parle de Sanierung, ce n'est pas une idée abstraite, ce n'est pas une idée de liquidation, c'est une idée de sortie de crise par une restructuration de l'entreprise et de son endettement. Ce rapprochement des principes favorise naturellement une harmonisation des lois. Donc je suis plutôt optimiste quant à l'évolution future des deux droits, et c'est ce qui sans doute permet d'envisager de manière positive un rapprochement de concepts et de lois qui sont apparemment bien sensiblement différentes. Cette harmonisation, là je parle du droit français, du droit allemand, mais au-delà de l'ensemble des droits de nos pays, c'est un objectif permanent, l'harmonisation. Il y a au moins 3-4 raisons à cela. Cette harmonisation améliore la prévisibilité d'une loi pour les investisseurs, pour les créanciers, mais aussi pour les dirigeants sociaux. Elle permet aussi de réduire les coûts dans les opérations transfrontalières parce qu'on mesure mieux les risques d'insolvabilité, le risque d'être détenteur d'un prêt non performant,
ce qui est le pire pour l'investisseur. Ensuite, cette harmonisation va dans le sens d'une intégration du marché des capitaux, essentiellement grâce à des modalités, à des conditions de financement équivalentes. Et puis, c'est peut-être pas évident aujourd'hui, l'harmonisation contribue ou peut contribuer à réduire le risque de forum shopping, parce que derrière le forum shopping, tout le monde sait que c'est la recherche de la loi, c'est du law shopping qu'on fait pour trouver le meilleur droit pour les besoins d'une situation donnée. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? L'harmonisation a commencé, cela a été dit par Paul tout à l'heure, elle a commencé déjà avec le règlement du 20 mai 2015 sur les procédures d'insolvabilité avec quelques règles communes, essentiellement limitées à l'information des créanciers étrangers et à la production de leurs créances. Tout cela, vous le savez, je passe. Elle s'est poursuivie évidemment avec cette directive dont on parle aujourd'hui, la directive de 2019 sur les cadres de restructuration préventive, les plans de restructuration et les remises de dettes. Mais sans attendre que cette directive ait été transcrite, et on peut comprendre que la Commission n'ait pas voulu attendre, compte tenu de la lenteur dans le travail, dans le process de transposition. La Commission a ouvert une nouvelle étape, celle qui a été présentée tout à l'heure par le représentant de la Commission européenne, la direction justice, qui tend à une harmonisation substantielle des droits de l'insolvabilité de nos pays. On va reparler de différentes matières faisant l'objet d'une possible harmonisation tout à l'heure. Je voudrais préciser que des études d'impact en parallèle ont été faites, mais cela, vous l'avez dit également Paul tout à l'heure, ont été menées pour le compte de la Commission avec comme idée, il y a deux éléments à retenir dans ces études d'impact. La recherche, l'évaluation des gains attendus d'une harmonisation et ensuite de définir le niveau approprié, idéal, pour des textes harmonisés. Est-ce des recommandations? Est-ce une directive? Est-ce un règlement? Ou est-ce rien du tout? Ce matin, le professeur Dupéchaud nous a parlé des travaux engagés par l'association Henri Capitant et la Fondation du droit continental dans le cadre du traité sur la coopération et l'intégration que la France et l'Allemagne ont signé en 2019 en vue de construire un droit des affaires, un code des affaires européen. Il y a un petit peu du volontarisme dans cette démarche. On croit, je le crois aussi, mais tout le monde n'est pas de cet avis, on croit qu'une codification apporte une clarification, apporte une sécurité juridique et contribue à favoriser la connaissance par les praticiens des règles applicables. Le projet de code européen des affaires couvre tout un tas de domaines, M. Dupéchaud l'a dit tout à l'heure, et le droit d'insolvabilité constitue l'un de ces domaines tout à fait naturellement. Je parlerai de ces travaux-là. C'est le professeur Dupéchaud qui m'a demandé de rester quelques minutes là-dessus. Ça participe de l'information des praticiens sur le niveau et les méthodologies de travail. Ça me paraît intéressant parce que cela peut s'appliquer dans d'autres domaines que le droit d'insolvabilité, mais nous l'avons appliqué dans d'autres groupes de travail à cela. Il fallait d'abord définir, il y a 4 étapes, j'évoque rapidement. Il fallait définir d'abord ce qui relève du droit économique, des difficultés des entreprises, en écartant un certain nombre de matières importantes, mais qui ne sont pas le cœur de cette question. Ce sont les règles de droit pénal, l'organisation judiciaire des tribunaux, le droit international privé également. Tout cela est très important, mais pas central dans la réglementation d'un droit de l'insolvabilité. Deuxième approche, deuxième mode de travail, nous avons opté pour des principes généraux plutôt que des règles détaillées qui se rattachent au droit local de chaque État, au droit local de procédure de chaque État, afin, c'est la troisième étape, de laisser aux États
d'abord la France et l'Allemagne, mais tout autre État peut avoir la même approche, de laisser à chaque État la définition des mécanismes et des règles de mise en œuvre. En France, bien sûr, pour nous, cela relèverait du décret d'application. En Allemagne, c'est peut-être une Einführungsgesetz ou bien une Verordnung. Je ne sais pas, ça dépend du niveau de détail qu'on veut donner à ces textes qui sont de nature réglementaire dans la conception du droit français. Et puis enfin, la dernière étape, c'est de laisser aux États une marge importante des options, c'est-à-dire ce qui est sensible, ce qui est délicat à harmoniser, peut être laissé sans dommage aux législateurs de chaque État, que ce soit la France et l'Allemagne ou d'autres États. Quand on veut harmoniser, il faut respecter la souveraineté juridique de chaque État, il faut respecter également les traditions juridiques, civilistes de chaque État. On ne n'harmonise pas à marche forcée. Cela, nous l'avons découvert il y a quelques années au sein de UNCITRAL, dans le groupe de travail insolvabilité. Tout ne peut pas être appliqué sur un même modèle pour tous les systèmes juridiques. Quant au contenu, j'aborderai, mais je n'ai vraiment pas le temps d'aller au-delà, quelques questions qui ont été évoquées. Vous les retrouverez dans les exposés d'Anne-Rose et de Christophe tout à l'heure, dans quelques minutes. Les règles de compétence des juridictions, le critère de l'insolvabilité, la gestion, le traitement des contrats en cours, qui sont en cours à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, les pouvoirs du débiteur, debtor in possession, dans les procédures de restructuration, sur le patrimoine de l'entreprise. Et bien entendu, le contrôle d'un praticien de l'insolvabilité au cours de l'activité poursuivie par le débiteur. Au-delà, nous avons également abordé des questions comme les revendications, le classement des créanciers, essentiellement dans les procédures de liquidation, et puis l'annulation des actes préjudiciables, c'est-à-dire die Anfechtung, c'est les mesures les plus graves sur des actes qui ont été faits avant la procédure, qui ont donc entraîné un paiement, entraîné un transfert d'actifs, entraîné un désintéressement d'un tiers, d'un créancier. Quand on annule ces actes, on fait un acte grave. Nous sommes arrivés à élaborer une norme acceptable par les droits français et les droits allemands en remettant à plat tous les mécanismes auxquels les praticiens français et les praticiens allemands sont habitués, en conservant de chaque système ce qui paraît opérationnel. Nous avons également réglementer un peu plus les remises de dettes sur le modèle du droit français et du droit allemand. Et bien entendu, nous avons incorporé les classes de créanciers, les classes de parties affectées, ce que le code allemand d'insolvabilité appelle les groupes de créanciers, mais c'est la même idée qui détermine la répartition des créanciers en groupes ou en classes. Chaque État doit rester libre, dans ce cadre général, de définir les aspects procéduraux, les publications des décisions, les notifications, les recours, tout ce qui relève plutôt du droit procédural en lien avec la tradition juridique et procédurale de chaque État. Il ne faut pas vouloir tout faire quand on harmonise, parce qu'on dit en français, je ne sais pas comment on le traduit, on va dans le mur. Mais les francophones me comprendront, je ne sais pas du tout comment on peut le traduire, ni en anglais, ni en allemand. J'aurais peut-être pas dû employer un terme intraduisible. C'est une approche réaliste qui tend à rendre acceptables des textes, des normes nouvelles. Les faiblesses d'une codification, elles sont connues. C'est que chaque État a sa propre tradition, et puis ensuite, c'est qu'un code vit, un code évolue. Et un code ne peut pas être arrêté de manière définitive pour des durées très longues. La France en est un bon exemple. Nos lois changent souvent. Même si tout cela reste dans le code de commerce, il y a des évolutions régulières. Le droit allemand évolue aussi, peut-être pas au même rythme, peut-être pas de la même manière, peut-être pas sur les mêmes matières, mais les deux droits évoluent. Et cela est vrai d'autres droits,
On l'a vu aux Pays-Bas, on le voit en Italie, où dans les 20 dernières années, un grand nombre de lois sur l'insolvabilité ont été adoptées, modifiant le décret qui remontait à 1942, un décret royal de 1942, qui aujourd'hui n'existe plus. Nous avons maintenant un code de l'insolvabilité, un code de la crise de l'entreprise et de l'insolvabilité. Et maintenant, j'arrête. On en vient à la table ronde. Vous allez écouter ce qui sera plus intéressant que mon introduction. Nous avons eu le sentiment, en préparant cette table ronde, que certaines matières sont plus techniques et d'autres plus politique. J'emploie le terme politique au sens large. Ce qui est technique peut être harmonisé. C'est ce que je ressens, c'est ce que je pense profondément. Ce qui est plus politique est beaucoup plus difficile à harmoniser. C'est l'organisation des tribunaux, c'est la réglementation de l'activité des praticiens, ce sont aussi les responsabilités des dirigeants, parce que derrière les responsabilités des dirigeants, il y a les concepts de responsabilité civile et parfois des sanctions pénales qui guident le législateur dans chacun de nos États. Il n'est pas du tout sûr qu'au-delà des termes généraux, comme le prévoit la directive, il soit facile de réglementer les responsabilités des dirigeants sociaux. Tout cela touche à chaque législation, au droit des sociétés, et on ne peut pas isoler le droit d'insolvabilité du corps général des textes. Et bien entendu, pour revenir à la question de l'organisation judiciaire, vous le savez tous, les tribunaux de commerce en France sont composés de praticiens, sont composés de juges qui sont issus du monde des affaires. En Allemagne, le juge d'instance est un juge civil qui n'a pas forcément l'expérience, et les procédures d'insolvabilité en Allemagne ne relèvent pas de la chambre du tribunal de grande instance pour les affaires commerciales. Tout cela, vous le savez, mais le savoir, c'est une chose, mais prévoir une spécialisation des juges dans ce contexte bien différent, c'est un véritable défi, et je m'arrête là. Je suis très heureux maintenant d'accueillir à cette table ronde Anne-Rose Tachilo, avocat et administrateur d'insolvabilité en Allemagne du cabinet Schulz et Braun, qui est à Kehl, qui est à Strasbourg, qui est dans beaucoup d'autres agglomérations, mais vous le savez tous. Au passage, je remercie le cabinet Schulz et Braun d'avoir publié dans son dernier annuaire la présentation du code de l'insolvabilité élaboré au sein de l'association Henri Capitan. Le professeur Urs Gruber et moi avons co-rédigé cette étude de manière à la diffuser par le biais de cet annuaire plus largement. Ensuite, c'est Christophe Thévenot, administrateur judiciaire en France du cabinet Thévenot Partners, administrateur judiciaire et bien sûr ancien président du Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires. Nous aborderons quelques questions selon le temps que la table ronde nous laissera. On en a sélectionné 5, 6, en laissant chacun de nos orateurs intervenir de façon alternée pour ne pas vous lasser. Je ne voudrais pas monopoliser, je m'arrête là. Je donnerai tout de suite la parole à Anne-Rose. Anne-Rose, Sie haben das Wort. Also, nochmal von vorne. Ich wollte gerne mit der sogenannten Definition der Insolvenz anfangen. Je voulais commencer avec la définition de l'insolvabilité. Je pense que c'est un thème central sur lequel l'harmonisation, donc il faut réfléchir quand on veut travailler sur l'harmonisation et quand on veut voir si l'harmonisation va fonctionner en Europe. Nous avons, quand on regarde par un regard allemand et quand on regarde l'insolvabilité, on a le surendettement et la possibilité de payer. Et surtout, le surendettement est dans les normes européennes, c'est assez rare. On le voit en Allemagne, en Pologne, en Autriche, mais sinon, le surendettement n'est pas vraiment un concept
quelque chose qui déclenche des réactions ou qui est vraiment défini. Et en Allemagne, cela est maintenant la question de... C'est souvent la question de voir ou de prouver que, en fait, l'entreprise ne doit pas vraiment, n'est pas vraiment dans une situation d'insolvabilité. Si elle peut encore payer ses factures pendant 1 an et demi à 2. En fait, donc c'est plutôt une tactique d'évitement. Et donc, le surendettement, on se demande si c'est un concept qui doit encore exister ou alors si on peut un peu s'en débarrasser. L'impossibilité de payer est un autre concept allemand de la solvabilité qui veut dire qu'une entreprise ne peut pas donc ne peut plus payer ses débiteurs. Et on pourrait penser que il y a des termes qui sont équivalents dans tous les pays, mais en France, il y a la définition, c'est que l'entreprise n'est pas capable de payer ses débiteurs avec ses actifs. Et en Belgique, la définition est différente. Elle veut dire que l'entreprise ne peut plus recevoir de crédit. Au Luxembourg, c'est encore autre chose. Ça veut dire que la cessation de paiement, en tout cas, ce serait encore une autre traduction allemande. Donc, on voit bien que cela dépend parfois de la manière dont les entreprises peuvent encore s'adresser aux banques pour recevoir des crédits ou pas. Et en fait, tous ces termes ne sont pas si éloignés les uns des autres dans les différents pays, mais cela dépend de la définition de la disponibilité des moyens encore possibles. Et donc, on devrait essayer de trouver un terme commun si on voulait inscrire ça dans un code européen. Cela est nécessaire pour faire une demande d'insolvabilité. Mais c'est aussi important dans le sujet de la contestation et aussi dans le sujet de la responsabilité. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut trouver une définition commune. En ce qui concerne notre directive, lorsque l'on parle d'insolvabilité probable ou menaçante, ou quand on réfléchit à que va-t-il se passer si l'entreprise se trouve dans une situation d'insolvabilité en cours de restructuration, est-ce qu'à ce moment-là, on passe à l'insolvabilité? Est-ce qu'on interrompt la restructuration ou pas? Donc, il faut avoir on va dire, un plan B. Monsieur Spallinger, mais il n'est pas là pour le moment, avait une suggestion par rapport à la responsabilité en cours le terme de responsabilité en cours de restructuration. En Autriche, par exemple, il y a
un peu comparable avec l'Allemagne, un système dans lequel si l'entreprise a moins que 8% de capital réel et dans certaines conditions, si le cash flow ne suffit pas pour payer les intérêts dans les 15 années qui viennent, alors l'entreprise doit être forcée de prendre certaines mesures. Et en Autriche, par exemple, cela a des conséquences par rapport à la responsabilité de l'entreprise. Et cela, selon moi, voilà, on pourrait voir si cela existe aussi dans les autres pays pour voir s'il y a des points communs. Maître Thévenot, si vous souhaitez commenter brièvement ou ajouter vos observations par rapport à ce qui a été dit par Andros. Alors, non, je ne vais pas rajouter, d'abord l'intérêt d'avoir une harmonisation sur la définition de l'insolvency ou de la cessation des paiements. Peut-être dire, avant de parler des petites entreprises, qui était un des thèmes d'harmonisation, qu'en réalité, les praticiens, et je dis ça puisque je participais à EIP, EIP, Ivo est présent et d'autres confrères ici, à des travaux avec la Commission européenne, avec monsieur qui est là. Et en fait, les praticiens que nous sommes tous convaincus que oui, il faut harmoniser. Alors peut-être que c'est une litote, tu ne l'as pas dit ça, d'une évidence, mais oui, il faut harmoniser. Et les points d'harmonisation, les zones d'harmonisation, qui est notre sujet, en réalité, à partir du groupe d'experts auquel vous avez participé, à travers les questions de la Commission, sont identifiés. Ce sont la définition de l'insolvency, c'est peut-on harmoniser sur un régime simplifié pour les petites entreprises, les small and micro entreprises. Ce sont toutes les, en anglais, avoidance actions, donc tout ce qui permet de remettre en question les actes de la période suspecte, le rang des créanciers, le mécanisme du pré-pack, de la cession pré-packagée dont Frédéric a parlé ce matin, la déclaration de créance, et sur les aspects un peu plus politiques, effectivement, le niveau de spécialisation des juges, le statut des professionnels. Donc, tous ces thèmes que je viens d'énumérer sont énumérés par la Commission, et tout à l'heure, M. Pal l'a fait. Tous ces thèmes sont évoqués, et oui, nous pensons que c'est une bonne chose d'harmoniser. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est une bonne chose? Parce que les procédures en droit interne seront plus efficaces, et les procédures d'un point de vue macroéconomique européen et le commerce en général sera facilité. Et je crois que ça, c'est issu du fait que nous, praticiens, sommes des gens extrêmement pragmatiques. C'est aussi pour cette raison qu'à chaque fois que la Commission nous a posé la question, faut-il faire une directive ou faut-il simplement faire une réglementation, comme on est un petit peu autoritaire dans nos activités, on dit évidemment il faut une directive qui va s'appliquer à tout le monde, et vous avez soulevé les difficultés que ça peut soulever. Mais donc, sur cet aspect de l'harmonisation, encore une fois, les praticiens que nous sommes, et pardon de me répéter, mais on est à 100% pour harmoniser un peu plus, encore plus, pour favoriser le commerce et l'industrie. Peut-être un mot où je voudrais revenir une seconde, pardon, sur ce qui a été dit ce matin. Je m'éloigne un peu de table ronde, mais sur le côté manichéen qu'a soulevé Philippe Dupichot entre le droit allemand et le droit français, un droit de l'exécution où on va réaliser des actifs, payer le créancier, et un droit français dont on pourrait penser, en tout cas nos amis allemands, pourraient penser que c'est un droit tourné vers le sauvetage à tout prix, l'acharnement thérapeutique, le sauvetage des emplois, même pour des entreprises
moribonde. Alors, oui, notre droit prévoit qu'il faut sauver les entreprises dont l'activité peut être poursuivie. Notre droit prévoit que les entreprises dont l'activité ne peut pas être poursuivie sont liquidées. Et c'est 80% des cas. Et donc, je voudrais juste replacer avec quelques chiffres le fait que ce droit de l'exécution, qui est répandu en Europe, à 90%, 100% selon les pays, en France, il est à 80%. En première intention, si je puis dire, lorsque l'entreprise est défaillante, elle fait l'objet d'une procédure de liquidation. Et donc, on est dans un mécanisme qui est déjà totalement harmonisé, en tout cas dans sa philosophie, avec ce qui se passe partout en Europe. Si on va même un peu plus loin sur ces 20% qui restent, la moitié ne se redresse pas et vont en liquidation au bout de quelques semaines ou quelques mois, sans même faire l'objet d'une cession d'entreprise. Donc on est encore dans un cadre de liquidation où l'activité s'arrête. Et puis sur les 10% restants, qui nous occupent 90% de notre temps, et de nos collègues aussi, sur ces 10% restants, eh bien, il faut aussi se dire que selon la taille de l'entreprise, environ 1/3 à 2/3 d'entre elles, donc plus petites entreprises 1/3, plus grandes entreprises 2/3 d'entre elles, sont vendues, font l'objet d'un plan de cession français. C'est pas un asset sell, parce qu'il y a avec l'asset sell l'activité, l'emploi qui est maintenu. Et donc, on se retrouve dans ces plans de cession, dans ce que mes amis et mes confrères allemands, Robert, Axel, m'ont expliqué depuis plusieurs années maintenant, c'est qu'en Allemagne aussi, beaucoup de procédures dont on a dit ce matin que c'était du droit de l'exécution sont ce que nous appelons, nous, des plans de cession, avec des cessions d'activité, du maintien d'emploi. On vend des machines, on vend un fonds de commerce, les créanciers récupèrent ce qu'ils peuvent récupérer. Donc en réalité, pardon de faire une redite, mais je voulais replacer avec quelques chiffres, oui, nos points de convergence sont très grands, peut-être plus grands que nos points de divergence, qui le sont un peu à la marge. Et encore une fois, nous, on a une loupe un peu déformée, Frédéric Abitbol ou moi, parce que nous sommes administrateurs et on travaille que sur cette partie-là. Mais en réalité, sur un plan macro, en tout cas macro-français, on est sur des mêmes philosophies. Pardon de se développer un tout petit peu long, mais je pensais que c'était important. Avec une autre question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'essayer de sauver, pas à tout prix, mais en tout cas au détriment des créanciers, ces X% d'entreprises? Et à titre personnel, je pense que oui. Et je suis probablement biaisé, mais je l'assume. Mais je pense que oui, parce que comme l'a dit Frédéric ce matin, et comme l'a dit le professeur, pardon, j'ai oublié son nom, je ne sais pas s'il est encore là, on recycle de l'activité, de l'actif dans le PIB considéré. Et puis sur un plan un peu plus humain, ces entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou un peu plus grandes, c'est des dirigeants, c'est des hommes et des femmes qui gardent leur job. Et moi, je veux bien que tout soit recyclé, et Schumpeter nous aide pour ça. Dans la vraie vie, c'est mieux de garder son job. Et donc, on y contribue. Peut-être un mot sur le point de convergence des petites, des micro and small entreprises. Donc c'est une des zones d'harmonisation avec deux volets. Le volet petites entreprises et puis un volet, si je puis dire, incident vers les plus grandes entreprises. Alors, restons sur les petites entreprises. Moi, je n'ai pas de définition de ce qu'il faut faire pour ces petites entreprises. Mais par contre, on peut se retrouver sur pourquoi faudrait-il un régime un peu particulier pour les plus petites entreprises. Et donc, il y a quelques réponses que je propose, qui n'ont rien d'absolu, évidemment. Mais d'abord, c'est un souci de rapidité de rebond pour l'entrepreneur, pour ses quelques employés, parce que c'est une micro-entreprise, quand ce rebond est possible. Et que ce rebond se fasse, un rebond de l'activité, j'entends,
que ce rebond se fasse soit par une vente, puisse se faire par une vente de l'activité à un tiers, voire au dirigeant lui-même, au débiteur lui-même. Et là encore, je reviens un peu en arrière. J'ai découvert il y a quelques années, en discutant avec Axel, en discutant avec Robert, que c'était une pratique courante dans le droit allemand, si les créanciers sont d'accord et si le prix excède une valeur d'expert. Ce qui correspond un peu à la notion de moralité des affaires. Et chez nous, on l'a introduit pendant la crise Covid, cette faculté. Elle a été un peu abîmée avec un ou deux dossiers à la marge, enfin, qui ont franchi un peu la ligne jaune et qui ont choqué l'opinion. Moi, je reste convaincu que ça peut être une voie. Donc, une reprise rapide d'activité par une cession ou pas. Évidemment, pour ces petites entreprises, comme pour les grandes, si c'est rapide, eh ben, les créanciers seront payés plus rapidement, pour autant qu'il y ait de la valeur. S'il n'y a pas de valeur, alors ça c'est universel, il n'y aura pas de valeur pour les créanciers, il n'y en aura pour personne. L'autre aspect qui pourrait être appliqué à ces petites entreprises, toujours encore une fois pour aller vite, pour recycler la notion de travail, c'est de décharger le débiteur, personne physique, de ses dettes, et donc de prévoir un effacement de ses dettes dans des délais qui doivent être harmonisés, évidemment, entre les différents pays, puisqu'on vise à harmoniser les règles. Et nous pensons aussi, et là c'est les praticiens qui parlent, que ce process, même pour des petites entreprises, doit être supervisé par un praticien qui va s'assurer que, évidemment, les choses se font correctement et qui va révéler, parce que malheureusement il faut surveiller ça, les fraudes possibles qui sont toujours évidemment envisageables. Alors je disais tout à l'heure, le sujet des petites entreprises nous amène, donc, encore une fois, dans notre raisonnement de praticien à parler des grosses, parce que tout à l'heure dans sa présentation, monsieur Sirani en a parlé, voilà, PAL, je vais vous appeler PAL. C'est qu'une des préoccupations, en tout cas des préoccupations, peut-être pas de la communauté de la commission, mais que vous recevez, vient des investisseurs, vient de la volonté d'avoir un marché unique de capitaux qui soit performant. Alors nous, quand on entend ça, on se dit, mais en réalité, harmoniser pour des petites entreprises, est-ce que ça a du sens ? Parce que le marché international des capitaux ne prête pas de l'argent aux petites boîtes avec 2 salariés, parce que les petites entreprises ne font pas du commerce tous les jours avec leurs voisins européens, et parce que les entreprises qui pourraient avoir le plus besoin d'une harmonisation d'un code européen des affaires, qui introduirait une loi d'insolvabilité européenne, c'est probablement les plus grandes qui sont dans cet écosystème européen, intra-européen, international la plupart du temps. Et donc, pour ces raisons-là, on se dit, tous les efforts que nous faisons collectivement, est-ce qu'il ne faut pas, pour avoir une allocation optimale de nos efforts, se faire un focus sur une réglementation européenne qui s'appliquerait aux plus grandes entreprises. Il faut définir un seuil, évidemment, de salariés, de chiffre d'affaires, de total de bilan. Mais pour le coup, ces entreprises qui font du commerce de façon intra-européenne, internationale, utiliseraient et subiraient la même règle. Et ces facteurs, vous l'avez dit, de visibilité, et donc probablement de meilleurs échanges entre elles. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces aspects-là. Donc on a d'autres points de convergence sur lesquels on peut développer, mais nous sommes ouverts à toutes les questions. Anne-Rose, do you want to add something about the ASMEs? Quand nous parlons des PME, On parle des PME. moi j'ai toujours... Ce matin, On en a parlé déjà ce matin, on l'a évoqué ce matin, il y a très peu de cas. que les conditions
mon avis, les préalables de ces ou les prérogatives Quelles font face les entreprises pour faire partie procédures d'insolvabilité de plus importantes. redressement sont multiples, bien sûr pour éviter la fraude d'une part. Qu'on utilise cet outil, Forcer les entreprises à réfléchir à ce que cela veut dire une procédure de sauvegarde. Oh. Je vois les catalogues de conditions, donc les entreprises font comme planification tout ce qu'on leur demande de faire. Je me dis que c'est très difficile et de plus en plus difficile. Différentes procédures. C'est devenu trop compliqué. Participer à ces processus. Merci. Il y aurait beaucoup de choses encore à aborder comme question sur les très petites entreprises, comme le mode de traitement des entreprises sans actifs, les Massenlos concours. Vous en avez en Allemagne, tous les pays en ont, et on a des difficultés véritables à les gérer correctement. Mais je voudrais qu'on avance un petit peu là dans le temps qui nous reste. Peut-être voulez-vous aborder le classement des créanciers? C'était ce qu'on avait envisagé, mais à votre gré. On a tellement de questions et nous ne les traiterons pas. Donc vous avez la maîtrise de la parole. You have the floor. La classification des c'est un sujet qui m'a préoccupé de manière intense ces derniers temps, pour différentes raisons. Ma vie pratique. Il s'agit peut-être, à ma connaissance, de 5 différentes... du droit américain et d'autres droits, c'est plutôt assez sommaire. Les coûts de masse, les créances de masse et les qui ne sont pas enfin il y a différentes classes, mais en France apparemment il y a 3. On parle de 143 différents groupes de créanciers. Chez nous, il y a les subordonnés, il y a voilà, en France, c'est 43 ou même 100 ou 200. Ou 200, en tout cas vraiment beaucoup. Extrême. Nombre, on va dire. Ok. Et Gedanken machen kann. Ich glaube aber, oder ein Großteil ist sicherlich, wir haben einerseits, ich würde jetzt vielleicht mal mit ein paar Gedanken zu den einfachen starten. Wir haben einerseits sicherlich die Gesicherung. C'est un sujet quand même auquel il faut réfléchir de manière sérieuse. Il y a d'un côté les créanciers où les créances garanties doivent être données par la loi nationale, où les différentes classes où on demande est-ce que le droit de gage d'expédition serait plus fort que la loi relative à la location, par exemple. Ça, c'est la question des sécurités, les différents rangs et l'importance des différentes sécurités. Après, comment est-ce que, avec les créanciers garantis, on va les traiter dans le cadre de la procédure? Alors, est-ce qu'on va arriver à une structure et à des rangs normalisés européens? C'est une autre question. Mais des garanties et les créances garanties, c'est une question à part entière. En fin de parcours, je pense qu'on aura 3 grands sujets.
d'un côté, comment est-ce que on va traiter les prêts des associés? Est-ce que ils sont subordonnés ou pas? Il y a des pays dans lesquels ils sont subordonnés, dans d'autres pas. Quand on regarde Forum Shopping, est-ce que c'est pour certaines entreprises, avec certaines entreprises dans certaines constellations importantes, de migrer dans un autre pays pour justement éviter à cette subordination? C'est un point assez important. Et deuxièmement, les questions fiscales aussi. En Allemagne, il y a 23 ans, le privilège du fisc a été laissé de côté. Donc, la demande du fisc fait partie des autres demandes de créanciers dans le cadre d'une insolvabilité. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Et la possibilité aussi de contester des paiements faits au fisc avant ou après, ça aussi, cela fait partie. Alors, quel rang est-ce que le fisc occupe? Est-ce que c'est un créancier parmi tant d'autres? Est-ce que c'est un créancier qui occupe un rang privilégié? Et puis, après, la priorisation des demandes des employés. Là aussi, je pense que c'est un peu comparable avec la question des créanciers garantis. Comment fonctionne le paiement fait dans le cadre de l'indemnité d'insolvabilité 3 mois avant l'ouverture de la procédure? Je pense que le système est assez bien pour le financement en amont des indemnités d'insolvabilité. Je pense que ça fonctionne plutôt bien, tandis qu'en France, cette idée n'existe pas. Le paiement se fait après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Et on l'a déjà vu que cela fait qu'on crée des procédures secondaires. Les employés français pourront donc toucher leur indemnité tout de suite. Et quand on regarde ces questions, et quand on réussit au niveau européen déjà d'uniformiser ces paiements d'indemnité, d'insolvabilité, et aussi le préfinancement de ces indemnités, ou une construction un peu comparable, lorsqu'on arrive à ce niveau-là d'harmoniser cela, la question de la priorisation des employés est plutôt résolue en quelque sorte. Point d'interrogation quand même. Tel que je l'ai compris pour la France, c'est que 3000, les différentes classes, des 3000 classes justement de créanciers ne sont plus tellement importantes parce que les employés, au fait, ils bouffent tout. Littéralement, ils bouffent tout. Apparemment, j'ai mis les points sur les i. C'est un sujet qui est plus important et je pense qu'on peut s'asseoir et trouver un système cohérent entre les deux pays, mais le fait de privilégier les employés, oui ou non, et jusqu'où, la question qu'il faut poser. Il y a 100 ans, il y a eu une cessation de paiement d'une société de navigation fluviale. Donc, les tenir à flot, oui, bon, on reste dans l'image. Évidemment, au privilège général, à l'intérêt social du classement des créances salariales dans un rang très favorable. Et le jour où nous aurons harmonisé au niveau européen le niveau de garantie des salaires et l'application ou la non-application du privilège des créances fiscales, nous ferons un très beau colloque. Mais je crois que je ne serai plus là pour le voir. Christophe, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, peut-être une réaction. Ça fait longtemps que les praticiens en France, mais pas que en France,
plaide pour que le privilège de l'impôt disparaisse et que donc les créances de l'État soient au même rang que celles d'un fournisseur. Ça fait longtemps que je l'entends dire, je l'ai plaidé, et ça fait longtemps que cette demande reste lettre morte. Encore qu'au sein de l'administration, notamment du ministère des Finances, on peut avoir des discussions libres avec certains fonctionnaires qui disent oui, la question se pose, peut-être qu'il faudrait l'abandonner. Donc il n'y a pas non plus de tabou. Il y a une grande inertie, effectivement, sur cette question. Il y a un autre aspect sur lequel, là, on rentre, je pense, pas sur un aspect technique, mais sur un aspect philosophique et financier, c'est le rang des créances de salaire, le rang des créances des employés, où, si on fait un comparatif européen, la France est extrêmement généreuse dans le montant garanti sur des créances impayées, qu'il s'agisse de salaires avant l'ouverture de la procédure ou des indemnités dues en raison du licenciement. Ces créances sont garanties, je le redis pour nos amis qui ne connaissent pas le chiffre, à hauteur d'un montant de 82 000 euros par salarié. Donc, ce qui est loin d'être le cas dans les autres pays européens. Ça, pour le coup, c'est un plafond. Heureusement que c'est un plafond, effectivement. Et dans ce cas, l'organisme qui fait les avances pour les employés, si l'entreprise n'a pas les fonds, la plupart du temps elle ne les a pas, devient super prioritaire. Et vous avez raison, dans les dossiers où vous avez 500 employés, 1000 employés, et où il y a eu des avances très conséquentes et que soit le plan de redressement, soit même la cession de l'entreprise est envisagée, l'intégralité de ce prix est absorbée par ce remboursement d'avance. Après, on peut dire c'est logique ou c'est pas logique. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que harmoniser le rang des créances d'employés au niveau européen, en France, le débat sera dur, mais philosophiquement et culturellement difficile, et politiquement difficile pour un gouvernement d'expliquer que l'employé sera moins protégé. Et puis la France ne veut pas revoir des gilets jaunes dans la rue. Ça fait sûrement partie des critères de choix. Bon. Merci beaucoup. Nous avons d'autres questions. On en avait encore imaginé deux. Les prépacs sales, c'est la cession d'entreprise en pré-procédure avant insolvabilité, et la production des créances. Deux facteurs susceptibles, deux matières susceptibles d'harmonisation. Est-ce que c'est en principe vous, Christophe, si vous souhaitez choisir l'une des deux, parce que je dirais qu'on aura du mal à traiter les deux. Alors, quelques mots sur le prépac. Frédéric en a un peu parlé ce matin. Ça existe dans certains pays. Les Anglais ne sont plus en Europe, mais enfin l'ont beaucoup utilisé. Et anticiper une cession qui serait validée par une décision judiciaire, que la loi le prévoit ou pas, c'est toujours possible. J'allais dire, l'imagination des avocats, et le travail d'ailleurs des avocats, ou des accountants, des conseillers divers et variés, conseillers financiers, peut aboutir évidemment à ce résultat. Ce qu'on constate, que ce soit organisé ou pas, ce qu'on constate en France, c'est que c'est un outil efficace. C'est un outil efficace pour plusieurs raisons. Il est préparé en amont d'une procédure publique, donc il est préparé dans une phase qui reste confidentielle, et la confidentialité, quoi qu'on en dise, est propice à la bonne marche des affaires, surtout quand l'entreprise est en difficulté ou anticipe des difficultés. Il s'agit de ne pas effrayer l'environnement, que ce soit les clients, les fournisseurs, les salariés, et donc préparer une solution dans laquelle, quand la décision est homologuée par un tribunal, et donc elle devient publique, on annonce la difficulté et on annonce en même temps la solution. Oui, cette société est en difficulté. Oui, il y a un prépac, une cession qui se fait, parfois au détriment, négocié ou pas, des créanciers, mais la solution est là
l'écosystème, l'activité se poursuit, les ventes se poursuivent, les achats se poursuivent, et donc il y a un maintien d'une activité économique. C'est un outil efficace. Là où il y a probablement des voies d'harmonisation, c'est dans la conduite du process. Et il faut que les législations harmonisées fassent en sorte, ou que les directives, si c'était une directive, fassent en sorte que les acteurs de ce pré-accession s'assurent que le process est équitable, qu'il soit fair, que le résultat du process soit fair, qu'il ait été conduit, que la recherche de repreneurs, les évaluations, les négociations aient été conduites de façon professionnelle, pas nécessairement avec une publicité ou une transparence qui nuirait justement au process. La bonne vente que doit faire, de mon point de vue, une banque d'affaires, c'est pas de lancer un mémo à 150 candidats. C'est d'identifier les 3 candidats qui veulent et qui ont besoin de cette activité et d'aller négocier avec eux. Et donc ça ne nécessite pas de publicité et de publicité pour la transparence, for the sake of transparency. Il faut démontrer donc, au moment où on va l'homologation d'un tribunal, que le process a été mené de façon très professionnelle. Et donc, le tribunal qui va homologuer, ratifier cette session pré-packagée doit avoir confiance dans le process. Et, pardon d'être un peu corporatiste, mais enfin, c'est le VID et le Conseil national qui organisent la présence d'un praticien pour mener ce process, le praticien qui est indépendant, qui est désigné soit par les parties conjointement, mais plutôt par le tribunal, en tout cas c'est le cas en France, et probablement celui en qui le tribunal a confiance, et probablement celui qui est le plus indépendant pour donner un avis objectif, décrire le process et faire en sorte que le tribunal se dise « Ok, tout ça a été mené de façon professionnelle, c'est la meilleure solution, et donc on va l'adopter, évidemment, pour des raisons économiques avec un support juridique. » Anne-Rose, you want to add something about, maybe, and you will have the final word. Je vous proposerai comme réflexion de clôture quelque chose que je jetterai comme ça un peu en vrac dans notre séance, parmi notre assistance. Ce que nous avons développé dans notre groupe, mais aussi les débats autour de l'harmonisation du droit, du code d'insolvabilité, c'est tellement important. D'un côté, c'est très important. De l'autre côté, je trouve des fois qu'on discute et qu'on n'analyse pas suffisamment profondément les liens avec l'harmonisation d'autres directives. Par exemple, l'harmonisation relative à la restructuration. Là, il y a par exemple la non-contestabilité de nouveaux financements. D'un côté, nous parlons de l'harmonisation de la loi de contestabilité dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, mais la mise en pratique de cette directive doit être menée plus loin. Je pense, pour l'avenir, pour les étapes à venir, lorsqu'on vise une loi européenne de l'insolvabilité, il faudrait aussi inclure ces aspects aussi. Sinon, toute la mécanique, tout le mouvement, mais toute l'architecture aussi de cette structure ou de cette loi serait pas rendue. Merci beaucoup. C'est vrai que toutes les questions ne sont pas distinctes, différentes. Toutes les questions ont un lien étroit. La problématique d'une opération de cession
pourrait être considéré comme étant un acte préjudiciable, susceptible d'annulation. Normalement, dans un mécanisme où l'autorité judiciaire valide une cession pré-PAC, cela purge tout vice, cela purge toute possibilité de contestation. Il n'y a pas derrière de remise en cause de l'opération une fois que l'autorité judiciaire a approuvé la cession. Il y a un lien entre les deux, mais il faut être conscient au niveau du tribunal de la grande responsabilité que prend l'autorité judiciaire à valider une cession pour laquelle il n'y a pas eu de véritable mise en concurrence, qu'on n'a pas des garanties totales de la transparence des opérations et que les créanciers lésés par l'opération n'ont peut-être pas le temps de faire valoir leurs observations. Alors la validation judiciaire, c'est très bien, ça fait plaisir à tout le monde, mais si l'opération au départ a été combinée de manière confidentielle entre un administrateur, un créancier significatif et le dirigeant qui obéit à l'investisseur parce qu'il en dépend, alors je ne vois pas très bien où est le fair process. C'est ça le risque du pré-PAC sale. L'idée, elle est bonne, elle est vite, mais elle est riche de périls. Est-ce que on va arrêter? Oui, je vous en prie, Christophe. Une seconde. Mais c'est là que l'intervention du praticien est précieuse. Il nous est arrivé, en tout cas je parle avec mes confrères, qu'on soit consulté en amont pour faire un pré-PAC sale qui ressemble exactement à cela. C'est-à-dire, on s'arrange entre amis. Et on fait une session, avec le tampon du tribunal. Et c'est là où le praticien, qui a sa réputation en jeu jour après jour, année après année, et qui n'est pas sur un coup, il dit ben non les gars, on ne va pas le faire. Oui, la confiance entre le praticien et le tribunal, c'est une allumette. Une fois que vous l'avez cramée, il n'y en a plus. Je ne sais pas, je laisse les traducteurs le traduire, je ne sais pas.